Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que ma dragonnette, et puis les frères et sœurs, les amis, enfin bref, tout le monde, quoi. Je vous bénis tous. Oui, je me rappelle, je sais, je yoyote. Non, mais bon, c'est bon. J'ai beaucoup travaillé et j'ai pas encore fini. Hein. Je fais de la menuiserie, je refais le bureau, donc j'ai tout démonté. Puis voilà. Ah bah c'est sûr que j'ai musclé mes bras hier, hein, j'ai scié, hein, à la scie comme ça, hein, pas à la scie électrique, parce que c'est trop dangereux pour moi. On en a une, mais non, j'ai pas envie de me retrouver avec une main en moins. Vu que j'y vois mal, vaut mieux pas. De toute façon, comme on ne sait pas se servir des appareils électriques, on ne touche pas. De toute façon, on m'a volé beaucoup de trucs, donc voilà, j'avais un rabot à main, ça me servirait, mais il a disparu. C'est plein de trucs qui ont disparu, c'est pas grave. Mal acquis ne profite jamais, comme dirait l'autre. Voler un mort, ça porte pas chance, je vous le dis. Bon, bah j'y vais, moi, hein. Ah oui, je voulais vous montrer, tiens. Ah oui, bah je voulais retourner sur les photos, parce que j'avais déjà montré des photos. Ça, c'est moi, j'avais 14 ans. Ouais, j'étais bien rousse. Là, c'est... Attends une minute. Ah, ça, c'est la tombe de Zinnia. Ma chienne Zinnia. On avait fait ça au jardin de mon frère, là où c'est que mon frère était. Maintenant, je sais pas s'il y a encore. Pour Chloé, on n'a pas eu le droit de l'enterrer. Non. À l'époque, c'était Avisotte qui ramassait les corps des chiens. Malheureusement, elle est partie avec Avisotte. Ça m'a fait chier, mais c'était comme ça. On n'a pas eu le droit de l'enterrer dans le jardin de mes parents. Là, ouais, là, ça c'est encore la tombe de Zinnia, avec des objets. C'est Gilles qui a fabriqué tout. À côté, il y a une autre tombe, mais c'est mon frère qui a dû enterrer des chiens. Il a perdu des chiens dans le terrain. Ah voilà, j'avais parlé qu'il y avait une serre. Mon frère avait une serre, puisqu'ils étaient maraîchers. Dans sa famille, ils sont maraîchers, donc il y a une grande serre où c'est qui faisait pousser ses légumes et tout ça. C'est du côté de sa femme qu'ils sont maraîchers. Voilà. J'avais dit que je vous montrerais, bah je vous montre, hein. Voilà. Et là, ça. Ouais, là c'est Zinnia, encore la tombe de ma chienne Zinnia. Et ça, je l'ai montré, j'ai tout montré, je crois, ouais. Il y en a plusieurs, donc je ne me retrouve pas. Ah ouais, ça c'est l'ancienne moto de Gilles, celle-là, je l'aimais bien, celle-là. Mais elle était... Wow, n'importe qui pouvait pas la conduire, hein. C'était de la tuerie. C'était de la tuerie. Elle était bleue dans ma couleur préférée. Oh punaise. Ça fait des bons souvenirs. Ça, c'est le bateau que Gilles avait rénové dans la cour. Voilà, le bateau qu'on avait. Enfin, que Gilles avait. Voilà. Et puis là c'est la photo de Gilles. Là, on voit le bateau. Là, Gilles est dessus. Il est là, le bateau. Voilà. On le voit bien. Voilà. Ah bah, il a arrêté le bateau parce que déjà, il pouvait plus aller à la pêche. Et puis payer le ponton, ça coûte très cher. Donc il l'a donné. Ouais, il l'a donné comme tout. Il donne tout. Il l'a donné pour 0 centime. Il l'a donné à un de mes cousins. Qui ne méritait même pas parce que c'est... Enfin bref, je vais pas juger. Il serait jugé alors qu'il... Avec toutes les saloperies qu'il a fait, ce mec-là... Il a encore le culot de voler au garage. Et ça... Ah, on n'y a pas fait assez de cadeaux, non, non, on n'y a pas fait assez de cadeaux. Il n'a pas assez volé ses ouvriers qui travaillaient avec lui. Ah non, non, non. Mais il aurait dû aller en tôle, ce mec-là, mais bon. Dans ma famille, il y a des drôles de gugus, bah, comme dans toutes les familles, hein. Il a bien profité de Gilles aussi, celui-là. C'est ainsi. Bon, bah, je repars sur les chevaliers, là, hein, parce que le livre, il y a des endroits où c'est tellement mal écrit, ils mettent des lettres à la place de... C'était impossible de lire, puisque l'imprimante a mal imprimé, hein, c'est le cas de le dire. Elle a mis des lettres à des endroits où ça ne devrait pas être, et puis c'est plus les mots qui devraient y être, quoi. Ils auraient dû les retirer, les livres, mais ils ont préféré les vendre quand même, hein. Puis moi, je suis tombée sur un des livres qui était pas bon. Et je l'ai quand même payé, mon livre.
Ça fait des années que je l'ai, j'ai pas tout lu, hein, et puis c'est pour ça que je m'aperçois, je dis merde, le livre, il est impossible de lire des passages. Je vais quand même continuer, je prendrai un passage de temps en temps, voilà, et puis je vous le lirai. Alors je vais même faire une croix pour savoir que... Ah oui, est-ce que j'ai le stylo à côté de moi? Ah oui, comme j'ai tout déménagé, j'ai plus rien. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, je saurai. Page 197, d'accord. J'aurai plus qu'à écouter la vidéo et je saurai. Voilà. Donc oui, j'ai remis mon... Je suis en retard dans mes vidéos parce que la vidéo que j'avais mis hier s'est trouvée réuploadée au début parce que comme j'ai fait le ménage, j'ai touché un fil, un tout petit fil sans faire exprès, et puis ça a fait sauter la Wi-Fi, et puis du coup la vidéo s'est retrouvée à réuploader dès le début. Donc ça a retardé tout, c'est pas grave. J'étais trop fatigué pour refaire une vidéo hier soir, hein, parce que j'ai fini à 10h15 le boulot, dossier le bois et tout ça. Donc j'étais trop fatigué, j'avais mal partout, donc j'ai dit non, bon, je refais pas de vidéo, tant pis, je dors. Voilà. Donc aujourd'hui je fais une vidéo, voilà. Maintenant j'arrête de discuter, j'y vais. Ma dragonnette, je te salue, et puis merci. On va pouvoir discuter ensemble tranquillement, et puis s'échanger, hein, voilà, parce que j'ai des questions des fois à poser. Et puis je m'étais pas trompée, hein, ma dragonne, voilà. Du coup, tu m'as répondu, vous m'avez répondu sur la question que je me posais. Et puis j'ai d'autres questions aussi, voilà, mais on pourra les faire tranquillement en privé. Voilà. Alors là, je vais illuminer, c'est marqué illuminer, franc-maçon et templier dans la littérature conspirationniste à l'aube du 19e siècle. Voilà, le tombeau de Jacques de Molay. En 1796 paraît un ouvrage au titre plein de mystère, le tombeau de Jacques de Molay. Cadeau pour toi, ma dragonne. Ou histoire secrète et abrégée des initiés anciens et modernes, des templiers, francs-maçons, illuminés, etc. Et recherche sur leur influence dans la Révolution française, suivie de la clé des loges. En 1797 paraîtra une seconde édition augmentée. Le petit livre s'ouvre sur une gravure non moins énigmatique que son titre. Deux hommes pénètrent à l'intérieur d'une grotte dont les phénomènes de laquelle se devinent deux monuments. À gauche, un fragment d'inscription né comme N majuscule, E majuscule, K majuscule, O majuscule, M majuscule. Sur la droite, une sorte d'autel surmonté de deux colonnes, coiffé de chapiteaux anthropomorphes. Lui aussi porte une inscription J.B.M.A. 1314. Et tout est écrit en majuscule. Suite à une adresse au lecteur, l'auteur du livre, Charles-Louis Cadet de Cassicourt, 1769-1861, en prison lors de la première édition du texte, puis libéré, dit ne pas avoir voulu emporter avec lui un secret qui pouvait être utile à ses concitoyens. Par son écrit, il veut donner à ceux-ci les moyens de s'inscrire sur une secte abominable qui, semblable à l'antique Protée, prend toutes les formes, verse en se jouant des flots de sang humain, corrompt le moral du peuple et spolie les propriétés. Oh bah ils vont continuer, hein. Hydre à 100 têtes, qui semble impossible d'abattre si le gouvernement ne veut pas saisir la massue d'Hercule. L'auteur affirme révéler ce qui était jusque-là inconnu à propos des Templiers. Leur organisation en société secrète décimée à travers toute l'Europe, leur histoire est écrite par M. Dupuis. Mais ce que ces écrivains ne savaient pas, c'est que ces chevaliers qui s'étoient jurés fraternité, étoient convenus entre eux de signes et de paroles pour se reconnaître par toute la terre. Là, c'est en vieux français. C'est qu'ils que, déguisant leur intention sous des cérémonies symboliques, ils formaient le projet d'usurper la souveraineté de tous les empires comme ils avaient usurpé le plus grand bien de l'Europe. Depuis son origine jusqu'à sa concrétisation, c'est la trame de cette insoupçonnée conspiration que va s'atteler à exposer le tombeau de Jacques Molay. Le lecteur y apprend qu'alors que Jacques de Molay était embastillé
Il créa 4 loges maçonniques à Naples, Édimbourg, Stockholm et Paris. Le lendemain de l'exécution de Molay, 7 templiers déguisés en maçons vinrent recueillir ses cendres sur le bûcher. 15 jours plus tard, à Avignon, les templiers déposèrent les cendres dans la tombe d'un certain Skin, alors S-Q-U-I-N, alors je ne sais pas si on dit Skin ou Skin, de Florio, vidé de son contenu. Réunis autour de leur martyr, les 4 loges fondées par Molay prêtèrent serment d'exterminer tous les rois et la race des Capétiens, de détruire la puissance du pape, de prêcher la liberté des peuples et de fonder une république universelle. Afin d'arriver à leur dessein, les conspirateurs créèrent des loges maçonniques, œuvrant dans un idéal de fraternité et de bienfaisance. Cette manifestation des Templiers est un des points centraux du propos de Cassicourt. D'après son exposé, les francs-maçons ne connaissent en effet pas le but des Templiers qui évoluent au-dessus d'eux, avec des signes de reconnaissance connus d'eux seuls. Ainsi, les loges maçonniques servent à leur insu l'œuvre des Templiers. Il y a donc en Europe une foule de loges maçonniques, mais elles ne signifient rien sous les rapports politiques. Ce ne sont que de véritables séminaires. Les vrais maçons templiers ne sont pas 108 sur la terre. Ce sont eux qui, par vengeance, par ambition et par système, ont juré le massacre des rois et l'indépendance de l'univers. Les loges maçonniques ne sont qu'un instrument servant à répéter les individus qui pourraient être utiles instrument servant à repérer les individus qui pourraient être utiles à l'œuvre des Templiers. Tout d'abord, sans puissance, les groupes Templiers s'évertuèrent premièrement à retrouver les trésors cachés durant les premiers temps de la persécution ourdie par Philippe le Bel. Plusieurs d'entre eux possédaient le secret de ces caches, recrutant et initiant des hommes sans distinction de nationalité ni de religion. Ces Templiers, désignés par le nom de Jacobins, organisèrent ensuite dans plusieurs pays la chute des rois ou des royaumes en place, assassinat d'Henri IV, éviction du vice-roi de Naples par Mazagnette, un des leurs, révolution portugaise de 1640, révolution française, tentative d'assassinat contre l'impératrice Catherine en Russie, contre Élisabeth en Angleterre, insurrection des Liégeois, soulèvement des Pays-Bas. Tous ces faits ont été commandités par eux. Pour assurer cette orchestration européenne de leurs desseins, chacune des loges principales possède un membre voyageur pour Paris, le fameux comte de Saint-Germain, tandis que celui œuvrant pour Naples est Cagliostro. Ah, le fameux Cagliostro, d'accord. Jean Marais, il a fait un film là-dessus, tiens. Un des plus actifs et des plus dangereux initiés. Pour étayer son propos de preuve, Cassicourt cite plusieurs passages du procès de Cagliostro, alias Joseph Balsamo, 1743-1795, durant lequel celui-ci a avoué que des initiés avaient prêté serment de détruire tous les souverains qu'ils avaient écrit et signé ce serment de leur sang, que cette secte avait déterminé de porter ses premiers coups sur la France. Pour l'auteur du tombeau de Jacques de Molay, la puissance du groupe occulte est, au moment où il écrit, au sommet de sa puissance, quoique les loges maçonniques soient fermées en France. Le chapitre créé par Jacques Molay existe toujours, et jamais les Templiers jacobins ne furent plus puissants. Des calvinistes, des hommes de toutes les sectes, des personnages considérables, d'anciens ministres, des membres des premières assemblées conspirent encore. Un club établi à Morat est le foyer de la conspiration. Sous la plume de cadet de Cassicourt, la Révolution française devient ainsi l'œuvre vengeresse des Templiers à l'égard de ces monarchies françaises qui a exterminé les leurs. Elle commence par la prise de la Bastille, précisément parce qu'elle avait été la prison de Jacobus Molay. Plusieurs faits marquants de la Révolution. Je comprends mieux maintenant. Ainsi, mis en rapport avec l'histoire des Templiers de manière à démontrer que, manipulés par les initiés Templiers, les révolutionnaires accomplissent une œuvre qui ne leur appartient pas. Avignon fut le théâtre des plus grandes atrocités parce qu'ils appartenaient au pape et qu'ils renfermaient les cendres du grand maître. Toutes les statues des rois furent abattues
afin de faire disparaître celle d'Henri IV qui couvra la place où Jacques Molay fut exécuté. C'est dans cette même place et non ailleurs que les initiés vouloient faire élever un colosse foulant aux pieds des couronnes et des tiares, et ce colosse nettoie que l'emblème du corps des Templiers. Tous les soulèvements arrivés en Europe ou se profilant sont le produit visible de cette conspiration depuis 4 ans. L'Irlande s'agite et menace de se soulever. Elle possède un chapitre templier. Note ainsi Cassicourt avant de poursuivre peu après ces faits et 1000 autres tentent à prouver que si les étrangers, les anti-religionnaires, les anarchistes ont sans cesse troublé la tranquillité publique, ils nettoient que les instruments d'une action constamment conspiratrice, celle des initiés, qui parlant toujours des grands intérêts du peuple, n'est occupé que des siens. C'est dans cette faction que se confondent les orléanistes, les dantonistes, les girondins, les terroristes et tous ces noms inventés pour tromper les gens crédules. Les grands troubles politiques se sont opérés près des points de réunion des chapitres des Templiers. C'est en Suède, en Angleterre, en Italie, en France que les trônes sont attaqués, chancelant ou tombent que la puissance ecclésiastique se détruit et que les vrais francs-maçons, les jacobins, ligués sur la tombe de Jacobus Molay, établissent l'indépendance, s'emparent des riches et du gouvernement. La grande mode de l'histoire conspirationniste, le tombeau de Jacques de Molay, montre bien comment la prétention de certains loges maçonniques à descendre des Templiers est récupérée pour produire une exagère conspirationniste du chaos qui secoue alors l'Europe dans sa totalité et plus particulièrement la France. La continuité entre maçons et Templiers constitue le cœur de la démonstration dans la mesure où l'origine templière des conspirateurs leur donne une raison de semer le chaos, la vengeance, marque de l'importance fondamentale de cette généalogie en addiction de son texte, le tombeau de Jacques Molay, Cassicourt, publié un développement spécifique à ce sujet. La clé des loges, destinée à démontrer par les faits la filiation entre Templiers et francs-maçons. Cette vision conspirationniste des Templiers trouva un public d'autant plus réceptif que la théorie complotiste est alors très en vogue pour expliquer l'origine de la Révolution française. Les écrits conspirationnistes sur les Illuminés se multiplient alors en Europe. L'année même de la Révolution, le marquis de Luchet, 1740-1792, avait publié son essai sur la secte des Illuminés qui, comme les textes l'ayant précédé, explique que l'influence des Illuminés, les diverses déstabilisations que connaissent les États européens, soit en Allemagne, soit en François, ont beaucoup écrit depuis quelque temps, furent la pluffe, ça recommence là, et contre la pluffe, le nouveau gouvernement a été jugé avec sévérité. Ah ben il recommence, hein. Vous mettez sévérité à la place les gars. Être dans tous ces plus et contre la plus, ou je sais pas, ou la Prusse. Furent la Prusse et contre la Prusse, avec les deux F là tout à l'heure. Le nouveau gouvernement a été jugé avec une sévérité extrême dans tous ses ouvrages. J'arrive à... Et il est question des Illuminés. C'est à cette secte ténébreuse que l'on rapporte presque tous les mots qui défolant, non, c'est pas ça qui voulait marquer. Qui défoie, non, c'est pas ça. L'Hérita, bah, je sais pas, écoutez, hein. De l'immortel Frédéric, en 1797, sous la plume de John Robinson, 1739-1805, au demeurant, ancien franc-maçon, paraît en Angleterre un des ouvrages qui eurent le plus d'influence en ce domaine. Proof of a Conspiration Against Anti-Religion and Government of Europe, Courried ou Courried. Écoutez, en anglais, j'y suis pas encore, hein. On IT secret, Misting of Freemason, Illuminati and Reading Society. Traduit en français sous le titre Preuve de conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements de l'Europe ourdis dans les assemblées secrètes des Illuminés, des francs-maçons et des sociétés de lecture recueillies de bons d'auteurs par John Robinson.
Robinson, AM, professeur de physique et secrétaire de l'Académie royale d'Édimbourg, toujours en Angleterre. Edmund Buck, 1729-1797, défend les mêmes vues dans cette réflexion of ten Revolution in... Bon, ben, je vais pas la refaire. Hein. Et en France, c'est l'abbé Augustin Baruel, 1741. Lucier marquis de Essai sur le secte des Illuminati, Paris. Je voulais vous lire un truc avant que ça soit terminé. J'ai encore 6 minutes. Là, il y avait un texte derrière, là. Cassicourt, cadet de Le tombeau de Jacques Mollet, ou Histoire secrète et abrégée des initiés anciens et modernes, des Templiers, francs-maçons, illuminés, etc. et recherche sur leur influence dans la Révolution française, suivie de La Clé des Loges, seconde édition d'Essen, Paris, an 5 de l'ère française, 1796-1797, page 4. Bon, là, c'est sur la page 198. J'en suis à la page 204. C'est l'abbé Augustin Baruel, 1741-1820, qui va se faire un des principaux propagateurs de cette conception avec ses mémoires pour servir à l'histoire de jacobinisme en ni plus ni moins que 5 tomes parus en 1797. Les mémoires pour servir l'histoire des jacobinismes de Baruel. Baruel passe pour être en France l'initiateur de l'histoire conspirationniste du fait de ses mémoires pour servir à l'histoire de jacobinisme, ne cherchant à prouver qu'une chose, la Révolution française n'est pas née de révolte spontanée, mais a été orchestrée et organisée durant des décennies par un groupe tourné contre le roi et contre l'Église. Dans cette démonstration, la question de l'origine templière de la franc-maçonnerie occupe une fois de plus une place centrale, le long développement qui consacre Baruel est une occasion pour lui de perpétuer la vision très noire de l'ordre du Templier forgé par Philippe le Bel. Pour l'abbé Baruel, en effet, aucun doute quant au fait que les Templiers fussent bien coupables un à un. Ils éliminent tous les arguments de ceux qui voient dans les procès des Templiers une affreuse machination ourdie par le pape et le roi de France. Certes, pour Baruel, tous les Templiers ne furent peut-être pas coupables d'abomination, mais au moins 2/3 de l'ordre connaissaient celle-ci, et Baruel ne cherche pas à les amoindrir. Au contraire, les Templiers renient le Christ, c'est faux. Sufflitua au christianisme l'adoration d'une tête monstrueuse, c'est faux. Se livrent les uns aux autres par la jouissance les plus offusquées. Bon, il y a le mot opposé, c'est faux. À la nature, mais aussi jette-toi en flamme les enfants nés d'un Templier, c'est faux. Ce tableau extrême noir de l'ordre du Templier que Baruel entretient lui sert à s'exclamer à propos des francs-maçons. Ce sont là cependant les hommes dont les francs-maçons se glorifient de défendre. Car si Baruel rejette comme affabulatrices les prétentions de certaines loges maçonniques se donnant aux généalogies antiques et plus particulièrement égyptiennes, il reconnaît comme non fictives les allégations des loges templières. Oui, il est descendant, affirme-t-il. Oui, leurs prétentions ici ne font plus chimériques. Ils y renonceront. Nous les préférions nous-mêmes de reconnaître leurs ancêtres, non pas dans chacun de ces chevaliers, mais de ceux des chevaliers que leur corruption antique et leur obstination et la haine du trône et de l'autel. Je vais leur débrancher ce putain de téléphone parce que ça commence à me les péter. Grave! Dès que je remets le téléphone, j'ai les pubs et tout ça, et tous les saloperies qui peut appeler pour nous niquer la tête sur Internet. Et de l'autel, ajouté au vœu de la vengeance, doit rendre plus terrible au roi et au pontife. S'il défend la même jeunesse templière de l'œuvre maçonnique, Baruel rejette la version des faits proposée par le tombeau de Jacques Mollet, que l'on trouvait alors mentionné dans bien d'autres publications, comme Almanach imprimé à Paris en 1796 et 1797. Baruel, abbé mémoire pour servir à l'histoire des jacobinistes, tome 2, page, je vous remets pas tout. Alors, Paris, 1796 et 1797, étrennes intéressantes. Il n'est pas en effet pour Baruel rien d'incertain dans cette histoire montrant Jacques de Molay fondant 4 loges mères lors de son emprisonnement. Aucune preuve, aucun témoignage fiable ne sont là pour appuyer cette histoire occulte de la franc-maçonnerie. Par contre, l'étude des documents émanant de celle-ci est sans appel par Baruel, mais en suivant les archives des maçons même et tous les rapports de leur ordre avec celui des chevaliers du Temple, nous avons un vrai droit de leur dire « Oui, toute votre école et toutes vos loges
sont venus des Templiers. Après l'extinction de leur ordre, un certain nombre de chevaliers coupables échappés je peux pas lire le mot, proscription, au lieu de marquer proscription, se réunissent pour la conservation de leur affreux mystère. Et ils écrivent que des conneries et avec les mots les lettres qu'il faut pas. À tout le code de leur impiété ajoute le vœu et se venger des rois et des pontifes qui ont détruit leur ordre et de toute la religion qui anathèmatise leur dogme. Je suis obligé de corriger tout en lisant. C'est pas facile. Hein. Selon le thème défendu par Baruel, il est aisé de reconnaître le rituel templier dans le rituel franc-maçon. Il découle ainsi une transposition point par point du rite maçon sur les accusations portées contre les templiers. Rapprochons en effet les dogmes, le langage, les symboles, combien d'objets vont se montrer communs. L'idéal fraternel des Templiers se retrouve chez les maçons comme les Templiers, ces derniers prêtent le serment de garder le secret sur les mystères de leur ordre sous peine de mort. Si le même culte du secret dirige deux structures, c'est parce que l'une est née de l'autre.